Donc on est là pour parler aujourd'hui du rachis et de la thérapie manuelle. Comment est-ce qu'on l'a inclus dans nos pratiques? On va faire rapidement avec Xavier. Je pense que c'est nécessaire, pas un retour historique, mais savoir comment la thérapie manuelle a énormément évolué au cours des dernières années pour savoir qu'est-ce qu'on en garde aujourd'hui. Et puis évidemment, pouvoir discuter tous ensemble et répondre. Oui. Et répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Allez, pour le côté historique, c'est moi, parce que je suis plus vieux. Moi, j'ai commencé la kiné en 98. Enfin, j'ai commencé en cabinet en 80. Ouais, t'étais pas né, ouais. Et du coup, d'une époque où le terme de thérapie manuelle existait pratiquement pas, en fait. Voilà. Et à l'époque, moi, j'ai commencé des études d'ostéo. Et on était dans l'exercice illégal de la médecine, en fait. Voilà. Et on avait appris à faire des bilans sur le rachis et la lombalgie, et à la fin, ça finissait en électro-parafango-massage. Donc un peu décevant, quoi. Voilà. Remarquez, si on finit par aboutir à juste toujours de l'actif, c'est peut-être aussi décevant, mais ça, c'est un autre débat. On pourra en parler après. Voilà. Et du coup, le temps faisant, chemin faisant, on s'est dit à un moment, quel chemin on a finalement en tant que kiné pour améliorer nos compétences, étant en général pas hyper content en sortant de l'école de notre niveau sur le rachis quand même, et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Voilà. Et donc nous on avait monté une première boîte de formation qui est devenue l'école d'ostéo de l'EFOM, puis après pour ma part je suis parti avec mon ancien associé et on a dit on peut peut-être trouver un moyen intermédiaire qui soit plus un critère uniquement de temps, mais en gros essayer d'attraper la compétence manuelle, de traitement manuel, qu'on va pouvoir acquérir dans un délai plus court et sans faire ostéo, mais en étant plus que kiné à faire de la gym sur du ballon, quoi. Voilà. Ce qui était un peu notre niveau, enfin mon niveau en sortant de l'école. Voilà. Et du coup, dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Olivier Troisier à l'époque, je ne sais pas si le nom vous parle encore un tout petit peu, mec qui a ramené le MTP, le TSI en France, et ainsi de suite. Et du coup, d'avoir la chance de rencontrer des personnages comme ça qui m'ont donné envie de faire plus que ce que je faisais à l'époque. Voilà. Quand on parle de thérapie manuelle, aujourd'hui, il y a un espèce de flou tout autour. Est-ce que, à main levée, pour vous, c'est quelque chose qui est très clair et vous savez très clairement ce que c'est la thérapie manuelle? Pourquoi est-ce que c'est un espèce de grand flou un peu fourre-tout? Il y a du monde. Ok. Merci pour votre franchise. Merci pour ça votre vous franchise. honore. Et donc, on va essayer de clarifier un peu tout ça. Je crois qu'on peut mettre derrière le mot thérapie manuelle, à l'époque où tu l'as appris, des techniques, articulaires, où on était dans un modèle très biomécanique, littéralement issu de la pensée ostéopathique, de réalignement articulaire. Complètement. Ça vous parle tous, ce côté, ok, il y a une surface articulaire qui n'est pas bien axée, ça crée une douleur, on manipule avec des techniques apprises pour pouvoir réaxer dans l'axe de la biomécanique. Quel était à l'époque l'avantage et la révolution par rapport à la kiné de ce type de technique-là? Le gros intérêt, c'est qu'on n'avait pratiquement aucune technique articulaire vraie sur le rachis. Le seul courant qui existait à l'époque, c'était Soyer un peu, qui était pour nous une version déjà intéressante mais soft, et qui manquait un peu de précision et d'intensité dans la technique, donc manquait un peu de rapidité quelque part. Alors on est parti sur un schéma très mécanique, très biomédical, comme tu le disais. Aujourd'hui, on est tout à fait en capacité de dire que la spécialité de l'étage et tout apporte pas grand-chose. Voilà. Maintenant, de savoir faire le geste technique avec un peu d'impulsion, c'est reconnu notamment comme un critère de gain sur la douleur, au moins à moyen-court terme. Court-moyen terme plutôt, pardon. Voilà. Là, Xav, si je résume, on a eu donc à un moment donné, un moment où on vous a appris des techniques que vous n'appreniez pas en kiné. En kiné, pour de la dorsalgie, lombalgie, cervicalgie, on apprenait massage, on apprenait plus ou moins de l'électro, on apprenait parafango. On mettait un peu de chaud, voilà. Même en Guadeloupe. On n'apprenait pas le bilan. Non. Le bilan lombaire, on apprenait à la limite un bilan de mobilité, du distance doigt-sol. On faisait du bilan, mais à la fin du bilan, on faisait toujours pareil. Donc finalement, si vous faites toujours pareil à la fin de votre bilan, faites pas de bilan en fait. Voilà, faites directement le traitement.
ou alors vous faites un diagnostic de départ. Je préfère diagnostic d'ailleurs, mais tu le sais. Hein. Diagnostic dans le sens où j'essaie de trouver réellement la cause. Et puis il y a ceux que je vois en première intention, c'est-à-dire sans qu'ils aient vu quelqu'un d'autre avant moi, pas de médecin. Et donc là, il y a tous ceux pour qui je ne dois pas faire, justement. Donc c'est ce qu'on appelle évidemment drapeau rouge, hein, red flags pour s'il y a des anglo-saxons. Mais en gros, primum non nocere, premièrement ne pas nuire. Ceux que je ne dois pas voir. Voilà. Et puis les autres, je peux les voir. Et quand je les vois, leur proposer de manière honnête, objective et loyale jusqu'où je peux les aider, ou leur dire je peux peut-être vous aider, il y a 50-60% de chances pour que ça marche, et il y a aussi peut-être une chance pour que ça ne marche pas, et à ce moment-là dire si ça ne marche pas, on réévaluera, on reverra le traitement. Et donc c'est là où dans la logique de l'accès direct, il y a la première intention, il y a le J1, mais il y a aussi donner une suite logique à un traitement dans le temps. J'ai toujours à l'esprit que quand au bout de 10 séances, ça ne marche pas, vous pouvez peut-être en faire 15 ou 20, il y a des chances que ça continue à ne pas marcher. Ça doit marcher assez vite quand même, hein, le traitement. Hein. Voilà. Et il faut être un peu rapide, quoi. Voilà. C'est bien pour vous et c'est bien pour eux. C'est bien pour eux parce qu'ils ont moins mal. C'est bien pour vous, ça vous évite de vous taper des casse-pieds. Parce que là, on en a quand même, hein, parfois. Hein. Que vous traînez longtemps et qui sont là à râler tout le temps parce que ça avance pas et tout. Quand c'est là le mauvais des deux, c'est peut-être pas un mauvais patient. Voilà, c'est peut-être nous. Dans l'histoire, on avance un petit peu. On arrive dans les années 2010-2015, là où nos chemins se rencontrent un peu plus. Xavier a été un de mes profs à l'école. Il m'apprenait notamment l'élevé de tension. Il allait un peu plus loin dans la compréhension biomécanique. Et pour moi, en tant qu'étudiant kiné, c'était l'un de mes premiers preuves vraiment où je voyais l'application concrète des connaissances anatomiques et biomécaniques que j'avais pu voir. On a fait de moi à l'école, quelque part, un bon rééducateur, mais pas forcément un bon kiné libéral. Et Xavier a été ce premier élément, et c'est pour ça que je considère que c'est un de mes mentors, et c'est toujours pour moi une grande joie de le voir. Et je ne serais pas le kiné que je suis aujourd'hui sans Xavier sur mon passage. Il m'a appris non seulement à être un kiné qui comprend les problématiques de mes patients, les problématiques réelles, et qui a toujours une solution dans son sac. Il m'a appris ça, toujours une solution dans le sac, que ce soit du discours, que ce soit une main, que ce soit un exercice. Nos chemins se recroisent. Tu voulais ajouter quelque chose ? Ou éventuellement, en dernier lieu, botter en touche et le foutre dehors. Et avoir un bon carnet d'adresses pour bien réorienter. Voilà. Connaître ses limites en tant que kiné, c'est une force. Vous allez gagner du temps et vous allez faire gagner du temps à votre patient. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir, mais quelque part, on vous recommande d'avoir un bon carnet d'adresses pour réorienter. On avance dans le temps, on arrive en 2015, et là, on est un peu entre chien et loup, entre deux feux, sur... je vais le dire en vrai, hein, quelque part la fin de la sacro-sainte ostéopathie. On commence à se rendre compte que les modèles biomécaniques purs et durs commencent, tu l'as évoqué tout à l'heure, commencent à être un peu remis en question. Et pourtant, en clinique, on a de fortes attentes de la part des patients pour être manipulés. Encore aujourd'hui, hein, des patients qui ne jurent que par leur ostéopathe. De la part de nous, kinés, on sent bien que quand même, quand on arrive sur un rachis, dès qu'on commence à palper une épineuse, on ne sait pas trop quoi en faire. S'il faut aller chercher une transverse, très honnêtement, d'un point de vue palpatoire, ce n'est pas forcément là où on est les plus forts. Et pourtant, on traite quasiment 50-60% de nos patients sont des problèmes de rachis. Donc c'est là où finalement, moi, je m'inscris en thérapie manuelle avec des fortes attentes. Et, no spoiler, Xavier, d'abord, avant de nous apprendre le geste, Xavier et toute l'équipe de l'ITMP, nous apprend d'abord le bilan. Et il y a un truc qui est fondamental, et ça, c'est probablement ce qu'on essaie toujours de vous garder en tête. La question n'est pas pour ou contre la thérapie manuelle, c'est complètement absurde, mais plutôt dans quel cas la thérapie manuelle est un bon outil. C'est plus du tout la même question. Parce que finalement, sur de la hernie discale, est-ce que tu fais de la thérapie manuelle ? Très peu. Mackenzie marche très bien. Et quelque part, le modèle discal ou la préférence directionnelle propre à Mackenzie est probablement le truc le plus utile et le plus efficace et le plus documenté aujourd'hui. Et quelque part, dans notre discours, dans notre enseignement des rachialgies, sur une vraie discopathie, on va être beaucoup plus sur le mouvement répété, préférence directionnelle, Mackenzie, et pas du tout sur la manip, quoi. Parce que si vous voulez, moi je l'ai fait pendant 3-4 ans, hein, de la thérapie manuelle sur des discopathies, j'en ai irrité plus d'un. Et en quel cas, oui, la thérapie manuelle, ça ne marche pas du tout. Donc sur ça, c'est intéressant
Xavier, tu as une belle métaphore sur ça. Qui ici est jeune kiné, jeune étudiant? Levez la main. Ok. Tu te rappelles? Je crois que tu attires les jeunes quand même un peu. Non, c'est le jeudi. Le jeudi, c'est le jour des étudiants parce qu'après, ils ont claé, Oui, et ils ont crèche. Xavier, tu avais une belle métaphore, tu te rappelles celle que tu m'avais expliquée dans la bagnole sur le trigger point, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, ouais. et quelque part le biais qu'on a aujourd'hui quand on regarde uniquement les revues de littérature. Non, je m'en souviens pas. Ok, bah je vais la faire pour toi. Ça, c'est Alzheimer. Peut-être que vous êtes jeune, mais lui, il est vieux. Non, mais des trucs, j'en raconte tellement que. Mais celle-là, normalement, c'est le genre de truc que tu C'est t'en vrai rappelles. Bon, je vais la faire. Je te dirai que je m'en rappelle après. C'est ça. On était, je change un peu de domaine, mais on pourrait tout à fait rattacher ça à la thérapie manuelle. Je dis, Xav, qu'est-ce que tu penses du trigger, qu'est-ce que tu penses du dry needling? On en est au début. Vous avez un avis sur le dry needling? Vous voyez ce que c'est? C'est pour on ceux a qui un savent pas atelier ce que- tout à l'heure à 4h, je crois. Ouais, hyper intéressant. À ce jour, au moment où je vous parle, il y a une énorme discordance clinique et littérature. C'est-à-dire que la clinique, on retrouve des trucs, et en littérature, on retrouve autre chose. Ah bah merde. On va regarder ce point-là plus spécifiquement. Le dry needling, qu'est-ce que c'est? C'est avec des aiguilles d'acupuncture. On va venir chercher des points musculaires qu'on ressent à la palpation, qui sont décrits par le patient, pour venir planter directement des aiguilles dedans et relâcher ce point de tension-là. Si on regarde dans la littérature nous dit quoi? Le trigger point n'existe pas. Il n'y a pas d'effet réel de l'efficacité. Mais si on regarde en clinique, et encore ça change un peu dans la littérature, c'est en train de Il y changer. a quand même 3800 occurrences dans PubMed sur le trigger. Mais effectivement, on trouve des gens qui disent oui, des gens qui disent non. Et en fait, la difficulté, c'est des gens qui disent j'ai traité une sciatique par des trigger points. Et derrière, il y en a 1 sur 2 qui ne marche pas. Mais parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y en a 1 sur 2 qui n'est pas un trigger point, en fait. Il y en a 1 sur 2 qui est une hernie discale ou qui est autre chose. Et en fait, si vous ne posez pas le bon diagnostic et que vous appliquez toujours la même technique, ça pose la question de si j'ai un trigger et que je traite le trigger, globalement, ça doit marcher. Mais si je traite un truc qui n'est pas vraiment un trigger, bah, le traitement ne marche pas, en fait. Et aujourd'hui, c'est ça, la thérapie manuelle à laquelle vous êtes arrivé et dans laquelle moi je vous ai suivi, c'est de se dire la thérapie manuelle est probablement le meilleur outil sur des problématiques articulaires. Elle marche pas trop mal sur des problématiques musculaires qui sont souvent très très proches. Quand on a un déficit de mobilité sur une articulaire, peut-être que parfois autour il y a la sphère musculaire qui peut être sensible au mouvement, sensible à l'étirement, sensible à la contraction, sensible à la palpation. Et pour une boucle réflexe, quand on va venir manipuler, marche plutôt bien. Mais à l'inverse, si vous avez une instabilité cervicale et que vous allez mettre une manip particulière dessus, ça va plutôt aggraver les problématiques. Donc dans la thérapie manuelle, on a vraiment le champ effectivement articulaire, mobilité, on a le champ musculaire, myotensif, il y a aussi tous les aspects neurodynamiques. Et évidemment, aujourd'hui, nous, on intègre dans le cursus tous les aspects en même temps, reprogrammation, travail musculaire, pour justement les cas d'instabilité, le tout étant de diagnostiquer autant que faire se peut, avec une part d'incertitude, le bon diagnostic pour proposer le bon traitement, quoi. Mais évidemment, on n'est pas toujours sûr à 100%, quoi. Ce qu'il y a du coup d'intéressant, c'est de comprendre, ok, en fait, la thérapie manuelle aujourd'hui me permet d'avoir d'abord un bon outil de bilan. Dans le bilan, l'écoute, ok, est-ce que ça ressemble à de l'articulaire, est-ce que ça ressemble à du discal? Évidemment, est-ce qu'on met, c'est une question un peu con que je vais te poser, les tests cliniques. Les tests cliniques, est-ce que ça parle à tout le monde ou pas? Bien. Globalement, oui. Est-ce que vous avez besoin que je le réexplique ou c'est OK comme information? Non? Donc les tests cliniques, est-ce que tu dirais que toi, c'est de la thérapie manuelle? Par exemple, un slump, un LASEG, tu es bien avec tes mains. Est-ce que tu dirais qu'un test clinique, ça appartient à la thérapie manuelle? Non, moi je vais même les mettre sous le vocable test orthopédique. Moi, j'ai un passé hospitalier et j'avais du coup Troisier, Boiseaubert, Montigny et tout qui m'ont vraiment donné cette logique du test en fait. Si je veux savoir si j'ai un conflit disco-radiculaire, j'ai différents tests. Alors il y a le LASEG qui va avoir une sensibilité, une spécificité. Je peux le compléter avec un slum test qui pourrait être comparé à un LASEG plus Neri. Enfin voilà, on peut. Et là, chaque test. Alors aujourd'hui, on vous embête les jeunes, là, les plus jeunes, avec la clinimétrie, avec des trucs à la
con un peu, parce que finalement on vous demande de critiquer des tests que vous connaissez même pas et que vous avez jamais réellement fait, et d'aller vous faire chercher de la littérature au lieu de vous faire comprendre l'intérêt du test et comment je vais pouvoir les associer pour arriver à mon diagnostic. On vous fait réfléchir sur des trucs où vous n'avez même pas encore la matière pour le faire quelque part. Mais oui, ça fait partie du diagnostic que le thérapeute manuel doit utiliser, mais ce n'est pas propre à la thérapie manuelle, hein, c'est vraiment les tests orthopédiques. Et le père de la médecine orthopédique, c'est James Cyriax. Alors là, je remonte à très loin, hein, je vous parle des années 30 à 60 à peu près, mais c'est lui qui a développé ça en fait. Et cette logique-là, qui est à l'origine une logique médicale, eh bien on se l'applique exactement de la même manière aujourd'hui dans notre compréhension et dans notre raisonnement. Si on va plus loin, ok, je suis le parcours Par un contre, peu... j'ai pas eu ma métaphore. Hein. Bah si, c'était sur est-ce que le trigger point c'est efficace, d'accord. bah, sur des problématiques de trigger point. Ah ok, d'accord. C'était pas une métaphore, c'était une anecdote. Voilà, c'est Oui, pas une métaphore. Non, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit, Grégoire, c'est que en fait, si un test orthopédique, en fonction des techniques, peut aussi devenir une thérapie manuelle. Le slump ou le McKenzie est un test qui nous permet de devenir aussi une direction de traitement, donc une thérapie. Pas que, mais... Je suis en effet tout à fait d'accord avec Sylvain, c'est que l'avantage de nos tests cliniques, c'est que bien souvent, en les changeant un tout petit peu, ils deviennent quasiment nos outils de traitement. Et ça nous permet de nous décharger beaucoup d'informations, de se dire s'il y a un truc qui marche, autant continuer dans le sens du truc qui marche. Pour revenir à la thérapie manuelle, parfois ce qui peut freiner, Xav, c'est la technique pure et dure. C'est qu'à un moment donné, en fait, bah, ça demande un peu de connaissances palpatoires, un peu de connaissances anatomiques, un peu de loupé. Qu'est-ce que tu dirais à un étudiant ou à un kiné qui ressent une vertèbre, mais ne sait pas encore mettre la bonne impulsion? Vous avez appris à marcher, vous avez appris à jouer au tennis ou faire un sport et ainsi de suite. Si y a des gens qui ne jouent pas au tennis, si je vous file une raquette, le premier coup droit, il ne va pas être extraordinaire. Et c'est en envoyant du coup droit et en envoyant du coup droit qu'un jour, vous allez faire un beau coup droit. Eh bien, sur les techniques, malgré tout, de kiné, c'est un geste sportif ou pas sportif, thérapeutique, mais c'est un geste comme un autre. Et ça s'apprend et en fait, votre cerveau intègre petit à petit. Au tout début, quand je te faisais faire une levée de tension du piriforme, c'était laborieux, c'était machin, fallait se placer avec chacun son gabarit, sa taille, son truc par rapport à une table plus ou moins adaptée. Ouais. Et c'est galère. Aujourd'hui, faire une levée de tension du piriforme, tu ne te poses même pas la question. Moi, je me rappelle mes premières années en K1, ne serait-ce que de faire de la circonduction de hanche. Tu vois, prendre une prise en berceau, tu sais même pas, et puis au bout d'un moment, tu n'y penses plus. Et le geste manipulatif, quel qu'il soit, alors manipulatif ou non, hein, parce que on va plutôt prendre le vocabulaire de mobilisation spécifique, qui peut être ou non manipulatif, mais l'impulsion, faut l'apprendre, et pour l'apprendre, faut en bouffer, faut en faire un peu, faut comprendre déjà en amont, faut avoir une représentation mentale de ce qu'on veut faire, mais comme le coup droit, si je vous explique le lift, vous comprenez comment faut faire. Il y a le comprendre, puis après il y a le faire, et puis il y a le faire une fois, puis le faire de manière reproductible, de manière automatique. Donc après ça, faut pratiquer. Dans nos défauts aujourd'hui, là, dans nos études de kiné, j'enseigne encore un peu en IFMK, hein, on pratique de moins en moins. Hein. Et quand on essaie de vous faire pratiquer en IFMK, bon, c'est bon, hein, je l'ai fait une fois. Hein. Je l'ai fait une fois, ça y est, je l'ai fait pour toute ma vie. Quoi. Non, quelque part, ça reviendrait à dire, c'est bon, j'ai fait un coup droit, je peux aller faire Roland-Garros. C'est pas faux, la métaphore est bonne. C'était une vraie métaphore. Ouais, celle-là était très bien. Au niveau des techniques articulaires, est-ce que c'est ma question une fois de plus, je me fais l'avocat du diable, est-ce que toutes les techniques du rachis sont les mêmes? Est-ce qu'elles sont toutes aussi faciles? Est-ce qu'elles sont toutes applicables? Alors, est-ce qu'elles sont toutes applicables? Oui, sauf les cas où ça ne l'est pas, mais ça revient à nos drapeaux rouges qu'on a déjà évoqués un peu tout à l'heure. Après, on peut choisir en fonction aussi de son gabarit, de son appétence, de sa compréhension du truc. Et on peut, aujourd'hui, on peut avoir plein de modèles.
On a des modèles strictement mécaniques, on a des modèles des muscles propres à l'étage intervertébral. On peut choisir de faire une seule direction, on peut choisir de mettre plusieurs directions dans le mouvement. Il y a un moment, il faut faire ce avec quoi on est à l'aise. Et si on est à l'aise, dans un premier temps, avec une direction, juste flexion-extension, et qu'on a du mal à en mettre beaucoup plus parce qu'on débute, eh ben, commencez par la première. Apprenez déjà comme ça. Vous allez aussi développer votre sensibilité, votre capacité à faire, et après, vous pourrez aller plus loin. Il y a une notion, tu peux ajouter des trucs, de non-spécificité et de spécificité. J'y vais, après tu complémentes. C'est le sujet à la mode. C'est le sujet à la mode, et aujourd'hui on arrive à un truc qui est, je trouve, très intéressant. Tout à l'heure, Xavier, vous l'avez évoqué, quand on regarde la littérature, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a parfois des gens qui arrivent avec, certes, des douleurs articulaires, et on va les manipuler. On a essayé différentes techniques. On a essayé 10 personnes avec un seul patient sur la table, et les 10 personnes y arrivent et essaient de reconnaître le niveau lésionnel à la palpation. Et on se rend compte de quoi? Que sur les 10 personnes, il y a 10 niveaux lésionnels différents. En gros, il y en a un qui va dire « Ah, ça bloque sur D4 à droite », l'autre qui va dire « Ça bloque sur D2 à gauche », et ainsi de suite. Ça nous a enlevé quoi comme information? Que, a priori, moi, seul professionnel de santé qui vais chercher à palper un étage lésionnel, c'est pas méga fiable. Xav, tu veux compléter là-dessus? Ce qu'il faut, c'est pas faire un test de palpation, c'est que ce test de palpation va venir avec là où le sujet a mal, là avec un test orthopédique qui va venir rajouter, avec une douleur qui est plutôt produite par la flexion, par l'extension, enfin en tout cas par du mouvement. Et là, j'arrive à définir un côté beaucoup plus précis déjà. Donc, enlevez-vous de la tête que vous pouvez avoir un seul test qui marcherait pour tout. Ça, c'est clair, ça ne marche pas jamais. Voilà. Aucun test n'est fiable à 100%. Ensuite, il y a un truc qui... On l'a mal interprété, parce qu'on a mal interprété, on a jeté quasiment toute la thérapie manuelle à la poubelle. En fait, ça nous a permis vachement de nous simplifier la chose. On a bien une personne, enfin, pour le coup, on a 10, 15, 200 patients, ok, qui ont à peu près la même symptomatologie, et on a demandé à des thérapeutes manuels, plutôt expérimentés, de manipuler à l'étage lésionnel, ou alors un étage au-dessus, un étage au-dessus, un étage au-dessus, 2 étages au-dessus, 4 étages au-dessus, 5 étages au-dessus, ou en dessous. Et on s'est rendu compte de quoi? Que globalement, que vous manipuliez à l'étage spécifique où il y a la douleur, ou que vous manipuliez jusqu'à 5 étages au-dessus, 5 étages en dessous, globalement, on a à peu près les mêmes résultats. C'est positif dans les deux cas. C'est positif dans les deux cas. Je finis, après tu complètes, c'est OK? Ouais, on fait. Parce que comme ça, si jamais je me plante, tu me corriges. Et ce dont on s'est rendu compte, ce qu'on a conclu là-dedans, c'est de dire, bah regardez, la thérapie manuelle, c'est pas spécifique, du coup, c'est de la merde, arrêtez d'en faire. Mais non, au contraire, c'est tout l'inverse. On a la possibilité de ne pas être aussi spécifique qu'on le pense et de quand même réussir. Et là où c'est doublement intéressant, c'est que autant, comme ça vous l'a dit, on a beaucoup de drapeaux rouges au niveau cervical, discal, vasculaire. On a au niveau lombaire beaucoup de personnes asymptomatiques qui peuvent avoir de la discopathie lombaire. Et la discopathie, c'est pas dingue de remettre dessus une énorme pêche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez manipuler en D12 et avoir des bénéfices jusqu'en L4, L5. Vous pouvez manipuler en D2 et avoir des bénéfices jusqu'à C3, C4. Donc ça veut dire que quelqu'un qui vient pour une douleur cervicale, bah, je peux le manipuler en dorsale. Quelqu'un qui vient pour une douleur lombaire, je peux le manipuler en dorsale. Et tout à l'heure, j'ai posé la question à Xavier, est-ce qu'il y a des techniques qui sont plus simples, plus difficiles? Xavier, de toutes les techniques, quelles sont les plus simples? Moi, les cervicales, j'adore, c'est hyper putain, simple. il me tue. Les dorsales, est-ce que tu trouves? Ça m'arrangerait que tu dises les dorsales. Après... Pour ma démonstration, ça va... alors, les dorsales. Non, une bonne dorsale en extension, c'est hyper simple. C'est simplissime. Et ce qu'il y a de très intéressant là-dedans, si je prenais qu'un modèle mécanique, il faudrait que je manipule spécialement au bon étage. Si on se dit, quand je manipule ailleurs, ça marche quand même aussi, ça veut dire que le modèle n'est pas uniquement mécanique. Alors, il y a une part mécanique, mais on sait aujourd'hui qu'il y a vraiment une part dans la manip vertébrale, dans la manip tout court, mais de réafférentation, de rebalancer de l'info. Et si vous balancez de l'info à des étages un peu au-dessus, un peu en dessous, ça marche bien aussi. Ce qui est intéressant, c'est pas que... Et dans l'analyse, et c'est là où parfois on n'est pas très bon, on a dit comme il n'y a pas de grosse différence entre de manipuler bien à l'étage ou de manipuler à côté, on a dit alors on jette tout. L'important c'est de se dire,
la manip, globalement, et ça, c'est pas nous qui le disons, hein, la littérature le montre, au moins sur du court terme, a un effet antalgique intéressant. Et si j'ai au moins cet effet antalgique intéressant au départ, derrière, peut-être que je peux embrayer sur autre chose, d'autres techniques de thérapie manuelle si c'est mon dada, mais aussi des techniques actives, des techniques de mobilité, des techniques... Et ça, finalement, ça a un intérêt d'avoir un effet antalgique au moins transitoire pour pouvoir, après, aller plus loin et quelque part gagner du temps. Et ça, pour le coup, c'est une vraie porte d'entrée. Si vous êtes bon en manip et que vous manipulez bien au bon étage, vous êtes content. Si vous n'êtes pas si bon et que vous manipulez un peu à côté, bah vous êtes content quand même. C'est pas mal, quoi. Il y a un truc que je trouve hyper intéressant, c'est que là, Xav vous a répété pas mal, c'est efficace au moins sur du court terme. Et vous avez remarqué depuis le début de la conférence, il y a toujours un truc où il y a un moment donné, on nous donne une vérité et quelque part, on en sort presque tout l'inverse. On a dit quoi? Ah, mais si c'est efficace que sur le court terme, alors ça sert à rien. On ne veut pas d'un truc qui est efficace que sur le court terme. Ce à quoi je vais vous proposer la chose suivante. Si jamais vous avez un mal de tête et qu'on vous dit, bah voilà, il y a un Doliprane, mais en même temps, on a fait des études et on s'est rendu compte qu'au bout de 6 semaines, globalement, les gens n'ont plus mal à la tête. Est-ce que ça veut dire que sur un mal de tête, le Doliprane n'est pas efficace? Non, parce que si jamais vous avez une séance de ciné, un dîner important, vous êtes content de pouvoir diminuer vos douleurs. Et bien c'est un peu ça l'idée de se dire pourquoi est-ce que pour un truc qui ne serait pas efficace à 6 semaines, parce que globalement sur de la dorsalgie non spécifique, sous 6 semaines tout le monde va bien, pourquoi est-ce qu'on se priverait d'un outil qui marche bien sur le court terme? Et c'est toujours important de remettre les choses dans un contexte réel de la vraie vie et pas juste d'une interprétation un peu rapide qu'on aurait pu avoir dans la littérature. Pour compléter ça, il y a... Bon, toi, tu es comme moi, tu bosses encore un peu au cabinet quand même. On s'astreint à y aller. Hein. Si on voulait, on pourrait ne plus être au cabinet du tout. Mais on a quand même envie d'y aller encore. Donc, on y va encore. Par contre, quand je suis au cabinet, il y en a au moins 25 dans la journée, quoi. Je commence à 7h le matin, je finis à 20h. Je déjeune pas le midi. Enfin, voilà. Bon. Un peu taré, vous me direz, mais j'assume. Et c'est l'habitude. Il faut se mettre aussi dans l'esprit qu'on peut pas être au top du top comme le voudrait la littérature sur 100% de nos patients. Et finalement, quand j'ai au moins 2/3 des patients où je me fais ce qu'on va appeler une routine, alors j'aime pas ce terme parce que côté routinier, c'est pas très valorisant, mais un côté où je déroule un espèce de plan simple pour améliorer les gens et que ça les améliore assez vite, je suis déjà très content pour eux et je suis très content pour moi. Le tiers qui reste et qui mérite de se casser un peu la tête parce que moi j'ai en plus pratiquement que des lombalgies chroniques sévères au cabinet. Cela, le tiers qui reste, je me fais un peu mal et je suis content en fait. Donc si vous avez des outils techniques qui vous permettent de répondre à 2/3 de vos patients un peu faciles et pour le dernier tiers, vous irez vous creuser les méninges, moi c'est une logique qui me convient bien dans la réalité de ma pratique. Si je prends l'autre casquette quand je suis enseignant et machin, on essaie toujours d'aller plus loin dans plus de justification et prendre le cas un peu extrême et d'en faire une espèce de règle. Alors qu'en fait, dans ma vie de soignant, je prends plutôt la moyenne pour déjà en faire quelque chose de bien et je vais m'embêter sur les cas un peu particuliers. Ça, on a vraiment, ceux qui étaient là à l'atelier de 100 exo, c'est ce changement de logique que je vous invite à avoir. Traitons simplement les cas simples pour pouvoir, être efficace sur ceux-là qu'ils méritent et me casser un peu plus la tête sur les cas complexes. Xav, un dernier truc, d'un point de vue purement plus égoïste, est-ce que, je te pose la question, je connais ta réponse, mais est-ce qu'il y a un côté satisfaisant à passer une manip? Ou à l'inverse, frustrant de ne pas réussir à la passer? C'est évident. Enfin, je commence mes journées le mercredi, parce que c'est le mercredi où je vais au cabinet. Je commence mes journées le mercredi avec, dans mon esprit, il n'y a pas de mauvais patients, il n'y a que des mauvais soignants. C'est-à-dire que quand j'ai un patient que je n'améliore pas, je suis un mauvais soignant. J'ai horreur de ça. Hein. Ça m'arrive encore tous les mercredis à peu près. Hein. Mais j'essaie vraiment que ce soit le moins possible en fait. Et quand on a un patient, alors il y a l'acte de la manip, parce que si j'ai en plus quelque part bien mis mon diagnostic, mis la bonne technique et que j'arrive à la passer, le final est plutôt en théorie sympa et positif. Mais oui, il y a un côté sympa. Si maintenant cette technique-là, elle ne passe pas, c'est que soit j'ai mal fait mon diagnostic,
soit j'ai mal fait ma technique, soit j'ai d'autres choses à faire avant pour qu'elle passe bien en fait. On va finir là-dessus pour pas dépasser. Je donne mon top 3 des astuces pour une technique articulaire. Tu donnes ton top 3 des astuces pour une technique articulaire? Il me prend au débeauté, mais ouais. Et en plus, je vais commencer. Du coup, si jamais on a les mêmes, tu vas être obligé d'en avoir. Les coquins, va. La numéro 1, la demande de consentement systématique avant une technique articulaire. Au-delà de l'aspect juridique et légal, il y a des gens qui ne veulent pas être manipulés. Et pour le coup, la littérature nous le dit, les cas où c'est contre-indiqué, où on a des effets négatifs de la manipulation articulaire, c'est sur les gens qui ne voulaient pas être manipulés. Donc ne manipulez jamais par surprise et ne manipulez pas sans demander aux gens. Deuxième chose, ça vous arrivera parfois d'avoir la possibilité de faire passer une technique en musculaire, avec ou sans trust. Demandez aux gens, qu'est-ce que vous préférez? Soit je peux éventuellement travailler enlever de tension tout autour, faire des techniques un peu douces et ça prendra un peu de temps, soit je peux vous mettre une petite technique articulaire et ça prend juste 30 secondes. Et mon troisième conseil, entraînez-vous sur vos potes, sur votre famille et sur les gens qui vont bien. En fait, en réalité, pour passer une bonne technique, une bonne manip, il faut en bouffer et en bouffer beaucoup. Et comme l'exemple du coup droit, c'est que plus vous en boufferez, plus vous serez précis. Et en effet, globalement, il y a très peu de contre-indications à la manip. Mais pour vous entraîner, faites-le sur des gens qui vont bien. Si vous attendez toujours d'avoir le patient qui a la problématique pour faire la technique, vous le verrez une fois tous les 30 jours, vous aurez moins confiance en vous et vous allez laisser tomber ces techniques-là. Je t'ai tout bouffé, non? Ouais, il est déjà pas mal son top 3. Mais moi, je vais compléter avec adaptez-vous au patient, à son âge, à son gabarit. J'ai manipulé des gens de plus de 90 ans. Niveau ostéoporose, il faut y aller quand même un peu mollo. Hein. Et j'ai manipulé des bébés de 18 mois. Voilà. Mais pareil, c'est un gamin qui pleurait depuis 3 semaines, depuis qu'il était tombé de la table allongée. Et ce soir-là, il n'a pu pleurer. Il était décédé. Donc adaptez-vous. Et dernier point, adaptez-vous, mais ça rejoint un peu ton premier point, du coup, à ce que le patient veut en fait. Posez-leur la question, qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est vrai pour la manip et pas que pour la manip. Entraînez-vous et faites du lien anatomie, biomécanique et geste. Voilà. Et ce lien-là, encore une fois, on ne vous le fait pas faire assez quand vous êtes tout jeune à l'école. Certains vont le faire un peu parce qu'ils ont des prédispositions. Moi, j'ai fait beaucoup de mécanique automobile avant de faire de la kiné. Ça m'a vachement aidé, en fait. Parce que quand je bouge un genou, une vertèbre, et ben, ça ressemble quand même un peu à quand je fais du bricolage sur un moteur de bagnole. Voilà. Mais c'est ce lien, mais en fait, c'est un lien bien réel en même temps. Sauf que ce lien bien réel, il faut maîtriser les choses pour pouvoir y arriver. Et après, dernière astuce ou dernier truc, rien n'est impossible. On n'est pas géant ni l'un ni l'autre, hein, on peut le dire. Moi, au cabinet, ils me refilent tous les plus de 120, 140 kilos. Quoi. Voilà. Alors, à 120, 140 kilos, le plus dur, c'est de faire le tour. Parce que j'ai les bras qui, parfois, ne font pas le tour. Mais débrouillez-vous. Voilà. Et donc, il faut bosser le geste. Et ce geste, eh ben, c'est comme le geste sportif. Il faut y aller, il faut en bouffer, il faut en bouffer, il faut en bouffer. Et faites-vous confiance. Voilà. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. On avait dans l'équipe à l'époque un petit gabarit, tu te souviens de Sonia Campion, qui faisait 1m52, je crois, et qui... C'était celle au cabinet qui me manipulait le mieux. Alors que je fais quand même pas loin de 85 kilos. Mais parce que elle se faisait confiance, elle avait de l'énergie, elle avait développé ses stratégies. Donc voilà, rien n'est impossible. Par contre, mettez les conditions pour que ça marche et pour que ça marche pour vous et pour que vous soyez des professionnels heureux et accomplis, parce que c'est quand même bien de ça dont on parle. Et ça reste un de nos... vraiment de nos motifs dans ITMP. Moi, j'ai toujours l'idée, pour qu'une formation ait lieu chez nous, il faut 3 choses globalement. La première, c'est qu'on soit utile aux patients. C'est-à-dire que ce qu'on va apprendre à nos consoeurs et confrères kinés, il faut que ce soit vraiment utile aux patients à la fin. Le deuxième point,
c'est que vous soyez en tant que professionnel, là où vous êtes parfois comme une poule devant une fourchette, devant certaines pathologies, que vous soyez capable de les prendre en charge réellement. Et le dernier point, c'est que nous, on se fasse plaisir. Voilà. Alors ça, on le fait bien ensemble, hein, mais voilà, c'est un peu nos 3 points qui font qu'on a envie de faire, quoi. Donc si jamais ça vous intéresse, vous aurez toutes les informations sur le site de l'ITMP. Ouais. Vous pourrez retrouver tout ça soit quand vous serez diplômé. J'ai les membres de l'équipe qui sont là. Les membres de l'équipe si qui vous sont voulez. là. Il y aura tout un tas d'autres ateliers. Vous pouvez les voir sur le stand de l'ITMP où il y aura des techniques plus pratico-pratiques. Pierre Inchospé en a donné une tout à l'heure pour que vous puissiez soit le voir, soit le ressentir, soit continuer un peu. On a du dry needling tout à l'heure. Voilà. Merci tout le monde. Merci. Bon très salon. bonne journée. Merci Grégoire. Merci Xavier.